Serge, toi qui n'es pas mathématicien, j'ai l'impression que tu as été subjugué par ces démonstrations implacables d'Arnaud Upinski. C'est-à-dire que j'ai reçu le livre d'Arnaud Upinski juste avant de partir, donc je l'ai lu dans le train, et j'ai compris tout de suite, dès l'avertissement, que ce livre était en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, un codicille ou un supplément à la parole et à la tête coupée. C'est ce qui fait l'importance, encore une fois, de ce livre. Parce que La parole et la tête coupée, je l'ai dit, c'est un livre d'une importance absolument capitale, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a de plus en plus de gens qui le pensent. C'est un livre absolument déterminant pour la pensée contemporaine, pour la façon d'aborder non seulement la vie politique, mais la communication dans le domaine politique, dans le domaine esthétique, dans le domaine philosophique, dans tous les domaines. Aujourd'hui, on ne peut pas lire un journal ou écouter un discours politique si on n'a pas, on ne peut pas le faire d'une façon efficace et sérieuse, si on n'a pas compris ce qu'Arnaud Upinski explique dans son livre La parole à tête coupée. Et là, il applique ce système démonstratif à la question de Maastricht. Mais il rappelle, et c'est pour ça que je voulais intervenir, parce qu'il rappelle dès le départ quelque chose qui est fondamental. Et si on n'a pas compris cette chose fondamentale, on comprendra rien au reste. C'est la différence entre le réaliste et le nominaliste, qui commande tout le débat sur Maastricht, tout le débat politique en général. Et alors il le fait d'une façon encore, parce que c'est en 3 lignes, encore plus lumineuse que tout ce que j'ai lu dans La tête coupée. Voilà ce qu'il écrit. Écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous avez enfin pour moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris tout le reste. Le réaliste croit qu'il faut tuer l'ours pour pouvoir vendre sa peau, pour gagner de l'argent. Il veut faire pour pouvoir dire. À l'inverse, le nominaliste pense, à quoi bon tuer l'ours si on n'a pas vendu sa peau? Et tout le débat est là-dedans, et tout le débat européen est là-dedans. Pourquoi tuer l'ours si on n'a pas vendu sa peau? Et disent les nominalistes. Et effectivement, c'est une position qui est au fond parfaitement défendable. On pourrait dire que ça sert absolument à rien de s'embêter à cultiver la terre si on n'a pas un client pour acheter les betteraves. Mais le réaliste, lui, dit je vais commencer par avoir des betteraves et ensuite je les vendrai. Et c'est là que définitivement le nominaliste est le vainqueur et que le réaliste est, passez-moi l'expression, le cocu. Parce que le réaliste, il a ses betteraves, il est assis sur son morceau de betterave, il n'a pas de clients. Et le nominaliste, lui, il a des clients, et il n'a même plus besoin d'aller cultiver les betteraves, puisqu'elles ont été cultivées par le réaliste. Donc il n'a qu'à aller les acheter à bas prix au réaliste qui n'a pas de clients, pour les vendre à haut prix au client qui n'a pas de betteraves. Tout le problème européen, enfin tout le problème de Maastricht est résumé dans cette simple phrase qui tient en 3 lignes. Et le bouquin, après, coule absolument de sources, et ça devient lumineux. Et il y a notamment une démonstration, dès les premières pages, dès la page 15, de la félonie de Mitterrand. Alors je ne vais pas parler à la place d'Arnaud Upinski, mais c'est une... Non, mais c'est intéressant de savoir quand même. Bon, alors c'est extrêmement simple. La démonstration est la suivante, c'est la Constitution, enfin les fondements actuels du régime en France, c'est le peuple souverain. Ok ? Et Arnaud Upinski dit, comment appellerait-on un suzerain qui passerait un accord international diplomatique remettant en question les fondements du pouvoir de son souverain sans en référer à son souverain? On l'appellerait un félon. Or, donc Mitterrand étant président de la République et le peuple étant souverain, Mitterrand est le sujet du peuple souverain. Et il passe un accord international sans en référer au peuple souverain. Il est donc en état de félonie. Et la félonie, c'est la traîtrise à l'égard de son souverain. Par conséquent, il ne faut pas inverser les choses. C'est-à-dire quand le pouvoir nous dit si vous refusez de signer Maastricht, en quelque sorte, vous vous conduisez en félon vis-à-vis de l'Europe, la vérité est exactement inverse. C'est ceux qui ont pris la décision de signer ce pacte ou ce traité sans avoir l'aval du peuple qui sont des félons. Et là encore, ce qui est merveilleux, ce qui est merveilleux, c'est pas le mot, ce qui est stupéfiant dans ce livre, c'est que les évidences s'égrènent avec une force rarement atteinte,
et elles sont d'une simplicité telle que c'est toujours ce qui se passe d'ailleurs quand on lit un bouquin du Pinsky, c'était la même chose avec La parole coupée. À chaque page on se dit, mais bon sang, mais c'est tellement évident, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Et là, ça dure quand même pendant 200 pages. Pendant 200 pages, à chaque instant, on se dit, merde, j'aurais dû y penser. Enfin, c'est incroyable, je réfléchis à cette question depuis des mois et j'avais pas pensé à ça. J'avais pas vu la chose de cette façon-là. Et je vous dis, l'exemple de Mitterrand, Félon par rapport au peuple souverain, c'est extraordinaire. Parce que ça dénonce absolument toute la politique du pouvoir actuel. Parce que pour abonder, je veux dire, pour aller dans ce sens, d'abord, la troisième phase de l'ours. Donc première phase, il ne faut pas tuer, vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. La deuxième phase, c'est à quoi ça sert de le tuer si on ne l'a pas vendu. Et après on arrive à la corruption. Une fois qu'on l'a vendu, pourquoi le tuer?